Nous allons parler maintenant de l'électricité que nous utilisons dans notre société parce que l'électricité est différente dans les fils électriques et dans notre maison comparée à l'électricité statique. Et en passant, je vais mettre en haut ici une carte sur une vidéo que j'ai faite sur l'électricité statique, justement dans notre live aujourd'hui. Alors ici, lorsqu'on a de l'électricité, l'idée c'est qu'on a besoin de faire bouger des électrons de façon contrôlée. Comment est-ce que ça fonctionne? L'idée c'est que si nous avons un barrage hydroélectrique ici, nous avons ici un changement, une différence de hauteur d'eau. Donc, on a une différence d'énergie potentielle et la pression fait bouger l'eau, qui fait bouger des turbines. Et lorsque les turbines bougent, on a ici un va-et-vient d'électrons qui nous permet d'avoir de l'électricité. Maintenant, l'électricité qu'on utilise dans notre maison, c'est de l'électricité qu'on appelle un courant alternatif. Les électrons vont d'un côté à l'autre. Ça, c'est un peu différent. Je n'ai pas mon téléphone, mais lorsqu'on a un téléphone intelligent, on a ici des électrons qui vont toujours dans la même direction. Et ça, ce sera un sujet pour une autre journée, bien sûr. L'électricité qui est produite en hydroélectricité est immense. C'est pour ça qu'on a de grands circuits qui nous permettent, avec des grandes lignes électriques, de transporter les électrons. Et ça, ici, ce sont les prises de courant qu'on a en Amérique du Nord. Et dépendant où vous êtes autour du monde, ceux-ci peuvent être différentes. Maintenant, le but ici, lorsqu'on crée de l'électricité, c'est d'avoir une turbine qui est tournée par une force. Lorsqu'on a de l'hydroélectricité, c'est la puissance du mouvement de l'eau qui fait tourner les turbines. Si on a une centrale, voyons voir, est-ce que j'ai une liste? Où est-ce que je suis? Je pensais que j'avais une liste de... Ah, voyons voir. Ah, voilà. J'ai une liste ici de différents types de sources d'énergie. Il y a des personnes qui vont utiliser des combustibles fossiles, des sociétés, par exemple le charbon, le gaz naturel, peut-être même le diesel. Ici, qu'est-ce que c'est? On utilise les combustibles fossiles pour faire tourner des turbines pour faire l'électricité. Si nous avons le nucléaire, qu'est-ce que c'est? On utilise l'énergie nucléaire pour faire bouillir de l'eau qui font tourner des turbines qui font l'électricité. Si nous avons l'éolien, par exemple, l'énergie éolienne, qu'est-ce que c'est avec ces grandes, c'est pas des hélices, mais ces grandes pales qui tournent? Qu'est-ce qui arrive? C'est que le vent fait tourner ici un centre, et puisqu'il y a un mouvement de rotation, on a la production d'électricité. C'est un peu différent lorsqu'on parle de l'énergie solaire. L'énergie solaire prend l'énergie, les ondes électromagnétiques du soleil pour faire bouger les électrons, et lorsque ceux-ci sont excités, ils vont faire bouger les électrons. Donc ici, il n'y a pas de mouvement circulaire, mais l'idée, c'est qu'on donne de l'énergie aux électrons, qui est quand même assez similaire. Et lorsqu'on a, par exemple, la bioénergie, c'est qu'on utilise certains matériaux que l'on fait brûler, mais ce sont des plantes ou d'autres fibres qui sont naturelles. On peut le faire pousser de façon rapidement parce que c'est des plantes et bien sûr, on les fait brûler. Ça permet d'éviter, alors au lieu de prendre des combustibles fossiles qui créent du CO2, on fait brûler des plantes ou des arbres. Comme ça, ceux-ci capturent le CO2 et après ça vont le relâcher lorsqu'ils sont brûlés. D'une certaine façon, ça permet d'avoir cette idée de production de zéro carbone avec cela. Et la géothermie ici, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on utilise l'eau réchauffée par le sol. Donc, lorsqu'on est près des volcans ou en Islande, par exemple, ça fait chauffer de l'eau et lorsqu'elle bout, ceci permet de faire tourner les turbines. Donc, l'idée, c'est toujours une question de faire tourner les turbines pour qu'on puisse donner de l'énergie aux électrons. Alors, voyons voir. Quelque chose que je voulais mentionner. Donc, si on regarde ici, donc ça, c'est une production d'électricité. Voilà. Ça date de quelques années, mais la raison pourquoi que je veux le faire, c'est que si on regarde point de vue production d'électricité au Canada, c'est assez stable, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Maintenant, après 2013, il y a eu des changements et j'en parle dans un instant. Chose intéressante ici, en 2006,
qu'est-ce qui est arrivé au Canada, c'est qu'on a eu aux chutes Niagara la création d'une nouvelle centrale hydroélectrique. Donc, on redirige une quantité d'eau des chutes Niagara pour pouvoir faire, de l'électricité. Et ça fait une augmentation de l'hydroélectricité. Et ça permet de pouvoir faire descendre d'autres moyens de pollution. Et ici, en 2006, le gouvernement voulait faire ce barrage pour pouvoir éliminer les centrales au charbon qu'il y avait dans la région de Toronto. Donc, dans les années 2006, 2005, 2006, plein de choses étaient arrivées, point de vue environnement, et c'est excitant. Voyons voir ici. Donc, ça, c'est un exemple ici de turbine, ici avec le vent. Donc, ça, c'est des éoliennes. Souvent, on peut les trouver dans les montagnes, sur le sol. Mais bien sûr, on peut les mettre sur l'eau, parce qu'il y a toujours du vent sur l'eau. Et ça ici, c'est un... Alors, après, au Québec, il y a une petite éolienne qui est comme cela. Il y a différents types d'éoliennes. On peut en avoir qui sont à petite échelle pour notre maison, pour quelques petits bâtiments, ou on peut les avoir beaucoup plus grandes pour pouvoir fournir de l'énergie à plusieurs personnes. Le désavantage ici, c'est qu'il y a moins de constance en ce qui concerne le vent. Donc, souvent, ça prend une variété de production d'énergie ici. Voyons voir s'il y a autre chose d'intéressant. J'avais quelque chose à vous montrer. Je pense que c'était ici. OK. Voilà. Production, très bien. Donc, ça ici, c'est un graphique qui montre la production d'électricité qu'il y a au Canada. Maintenant, ce qui est intéressant, vous allez voir que 60% ici est créé par l'hydroélectricité. Et la raison pour cela, c'est qu'au Québec, où il y a près de 10 millions de personnes, il y a une grande quantité, ou presque la majorité, ou presque, est créée par l'hydroélectricité. Donc ça, c'est peut-être près du tiers de la population du Canada. Donc, c'est une grande partie. L'autre partie ici, c'est bien sûr l'Ontario avec les chutes Niagara et d'autres micro-centrales électriques. La difficulté, c'est que si on va dans le centre du Canada, il n'y a pas de grands bassins d'eau et on n'utilise pas le nucléaire, donc on utilise d'autres façons de le faire. Vous allez remarquer que le gaz naturel et le charbon est utilisé à près de 20%, qui est quand même un grand nombre, c'est qu'on n'a pas nécessairement accès à l'eau pour pouvoir faire l'hydroélectricité. On a bien sûr l'éolien qui augmente de plus en plus, et il y a ici 15% qui est dû à l'uranium. Donc en Ontario, ici, avec près de 14 millions de personnes, à peu près la moitié de l'énergie est créée par le nucléaire. Donc ici, le 15% est presque exclusivement avec les centrales nucléaires de l'Ontario. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose? Et ici. Ça ici, c'est intéressant parce que je voulais montrer, lorsqu'on parle de production d'énergie, on a besoin de créer cela et d'utiliser des ressources. Mais la question, c'est de savoir où est-ce qu'on utilise cette énergie. Donc ici, on peut voir que à peu près la moitié de l'énergie va du côté industriel. Donc, ce sont les industries de manufacture, les industries de transformation. On a bien sûr ici, alors si c'est la moitié, ça se rapporte bien sûr aux biens de consommation que les humains ont ici au Canada. Et ça devrait être possiblement similaire dans d'autres pays, surtout lorsqu'on parle de l'Europe et l'Amérique du Nord et d'autres pays où les avancées industrielles sont plus importantes que, par exemple, l'agriculture. On peut avoir ici que le quart à peu près, c'est le transport. Donc ça, c'est le transport des biens et services ainsi que la nourriture, ainsi que les personnes qui voyagent de la maison au travail. On va remarquer que seulement 13% de l'utilisation d'électricité est due aux résidences. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est une petite quantité par rapport à l'ensemble du reste. Et l'autre 12%, c'est le commerce. Donc ça, ce sont tous les centres d'achat, la vente et ainsi de suite. Donc ça veut dire que lorsqu'on dit aux personnes, c'est important à la maison de fermer vos lumières pour sauver de l'électricité. C'est vrai que cela sauve de l'électricité, c'est aide pour le portefeuille, bien sûr. Par contre,
Fermer quelques lumières à la maison ne change pas le transport des biens et services, ne change pas l'industrie de transformation et ne change pas les commerces. Donc, même si on fait des petits changements à la maison, il faut penser qu'il y a beaucoup plus. Donc, si quelqu'un voulait peut-être avoir un plus grand impact, une des choses que je pourrais faire, je pourrais dire, OK, peut-être qu'on pourrait penser à regarder son moyen de transport, surtout lorsqu'on va à un endroit spécifique, quand on va à l'école, que l'on va au travail, est-ce qu'on peut utiliser les transports en commun? Ça peut être intéressant. Surtout que de plus en plus, les transports en commun utilisent des sources d'énergie qui sont moins polluantes. Une autre chose, c'est qu'on peut décider de réduire la consommation que l'on fait. Si on réduit la consommation, donc on n'achète pas ces choses qu'on a moins besoin, on les achète parce que l'on veut faire cela. Ça veut dire qu'il y a moins d'achats, ça veut dire qu'il y a peut-être besoin de moins de commerce, il y a moins de transformation de biens pour créer ce que nous achetons, et il y a moins de transport pour ces biens. Donc ça, c'est intéressant. Donc le fait de faire attention à la façon qu'on consomme les biens peut faire une différence. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, OK, le, le marché de l'automobile est important, OK. Est-ce qu'au lieu de changer de voiture cette année, on pourrait la garder une année ou deux de plus et faire un peu de réparation? Ça peut sauver, bien sûr, ça peut éviter la construction d'une autre voiture. Bien sûr, il y a l'économie des moyens de transport qui est très important. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais l'idée, c'est que ce sont des choix qui sont personnels ici. De l'autre côté, quelqu'un pourrait dire, OK, moi, je n'ai pas besoin de voiture, mais j'utilise peut-être des services de taxi, les services Uber ou d'autres services de transport. Et donc, la fabrication d'automobiles est présente, mais au lieu que chaque personne ait sa propre voiture, on peut les partager. Ça, je pense qu'il y a des avantages à cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se dire que le coût de l'énergie dépend de ce que l'on fait. Donc ça, c'est en Ontario ici. On peut voir que habituellement, le coût le moins cher est toujours la nuit. Donc ici, on a, alors ça ici, les prix vont probablement changer dans quelques semaines parce qu'ils changent souvent le 1er novembre, mais nous avons ici 7 sous par kilowattheure la nuit. Ça, c'est entre 7 heures le soir et 7 heures le matin. Donc personnellement, lorsque je dois faire le lavage à la maison, je le fais après 7 heures. C'est peut-être quelques petits kilowatts, mais à long terme, ça fait une différence. Lorsqu'on a ce qu'on appelle ici une consommation, le taux moyen, ça c'est un taux qui est dans le milieu de la journée. C'est un peu plus cher et ici on a 15,1 cents par kilowattheure. Ça c'est lorsqu'on a une forte demande. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ceci peut aller. Donc par exemple, nous avons ici, on est dans le temps de l'été. Donc, on peut voir qu'ici, du côté vert, on a la nuit, une période creuse, donc on paie moins d'argent. Et on peut voir ici que le matin et le soir, c'est en période médiane, ça veut dire que c'est à moyen prix. Et dans le milieu ici, entre 11 heures le matin et 5 heures le soir, c'est la demande qui est élevée. Et on demande plus d'énergie pour cela. Et la raison, c'est qu'on doit faire fonctionner le système électrique beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus? C'est que l'été, on utilise l'air climatisé le matin, durant la journée. Les personnes travaillent de jour. Le soir, les personnes se reposent un peu plus. Donc, lorsque les personnes sont à la maison, c'est période moyenne. Et lorsqu'on est en pleine journée avec une demande accentuée de notre société, les coûts sont plus grands. Par contre, l'hiver, ce qui est intéressant, c'est que même si la nuit, le coût est beaucoup plus petit, le matin et le soir, il y a beaucoup plus de demandes. Et la raison pour cela, c'est que lorsque les personnes se lèvent, ils augmentent la température, les manufactures et les industries vont partir le matin, ils vont réchauffer leurs bâtiments. Donc, ça prend beaucoup plus d'énergie. Mais une fois que les machines sont parties, à ce moment-là, tout va bien et donc on est en période moyenne de production d'énergie et de consommation. Donc ici, les producteurs d'électricité font cela parce qu'ils ont besoin d'argent, bien sûr.
Et bien sûr, il y a toujours des fluctuations d'énergie dépendant des années. Donc, par exemple, je vais montrer. Donc, si on regarde le 1er novembre 2019, on avait des coûts qui étaient beaucoup plus grands. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que depuis 2019, certaines choses est arrivées. Lorsque COVID est arrivé, on a décidé d'enlever le coût qui coûte beaucoup plus et donc on a mis à 10 sous par kilowattheure pour tout le monde. Mais depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on a fait depuis novembre 2022? On a mis ce prix au point de vue moyen à la maison. C'est moins cher parce que la nuit, les personnes sont là et on veut aider les personnes qui trouvent que l'énergie coûte cher. Et on a mis sur les industries, les manufactures, le fait qu'il faut payer pour l'électricité que l'on doit faire. Et vous allez dire, oui, mais avant COVID, l'énergie était chère. C'est vrai qu'elle était chère parce que le réseau ici en Ontario vieillit et ce n'est pas drôle de ce côté-là. Donc, il y a des personnes qui peut-être s'intéressent à comment est-ce qu'un réseau fonctionne. Il y a toute une logique et logistique derrière cela. Voyons voir s'il y a d'autres sujets que je voulais mentionner. Tiens, ça vient de la maison ici. Donc, on peut voir que habituellement, ici un petit graphique, j'utilise beaucoup plus dans le milieu de l'hiver l'électricité pour chauffer la maison. Le printemps, c'est moins grave et durant l'été ici, j'ai beaucoup plus de consommation d'énergie à cause de l'air climatisé. Et on peut voir ici, donc ça date de plusieurs années, 2016, mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui se passe. Voyons voir s'il y a d'autres choses que je voulais mentionner. Ah, voilà, ça c'est intéressant aussi. Lorsqu'on est à la maison, il y a moyen de décider comment est-ce qu'on veut utiliser l'énergie. Donc, les anciennes ampoules, on avait ça, les ampoules incandescentes qui produisent de la lumière et de la chaleur. Ce n'est pas très efficace. On a bien sûr les ampoules DEL et fluocompactes qui nous permettent de pouvoir utiliser moins d'énergie pour la même quantité de lumière. La difficulté, par exemple, c'est que les coûts sont beaucoup plus grands que celui-ci. Donc ici, il y a toujours une question à savoir. Il y a le coût initial et le coût d'utilisation. Donc ça, c'est un petit défi pour vous lorsque vous consommez des biens. Ah, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Et donc, il y a quelques... voyons voir. Tiens, je ne parlerai pas de ceci, ça ne me tente pas ce matin. Voilà. Ah, la sécurité en électricité. Ça, c'est un autre point qui est très, très important dans notre société parce qu'on veut s'assurer que nos maisons soient en sécurité, que chaque individu aussi le soit. Donc, vous avez sûrement déjà vu ces petites barres de tension ici avec un petit bouton qui permet de pouvoir, s'il y a trop d'énergie demandée, d'arrêter complètement. Parce que plus on demande d'énergie, plus il y a d'électrons qui passent dans le fil. Et on va parler de cela dans notre prochaine vidéo, probablement la semaine prochaine. Et donc, on a des mécanismes de sécurité. Donc ça ici, ces petits points, ça, ce sont des mécanismes de sécurité dans les voitures. Donc, on a ici deux côtés. Donc, lorsqu'on a l'électricité, il y a le positif et le négatif. Et s'il y a trop de courant, il y a une petite partie de métal qui va fondre parce que si on ouvre le circuit, tout le monde est en sécurité. Donc ça ici, c'est près de nos maisons. Ça, c'est l'entrée électrique ici. Et chaque circuit nous donne un disjoncteur ici. Et ce disjoncteur, s'il y a trop de courant, va ouvrir le circuit. C'est important parce que s'il y a trop d'électrons qui passent, le fil va chauffer de plus en plus. Et s'il chauffe trop, le plastique qui isole ces fils peut fondre. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Et ça, j'aime bien ça. C'est une photo qui vient de la maison ici. C'est une petite prise de courant sur le mur qui fonctionne comme une barre de tension. Ça veut dire que si j'utilise trop d'électricité, ça arrête. Mais ça, je les ai dans les salles de bain et les salles de toilette. Parce que si quelqu'un était pour utiliser un séchoir et que le séchoir tombe dans l'eau, on veut éviter l'électrocution. Donc ça, c'est un moyen de sécurité qui est très utile. Voilà, voilà. Et coût d'électricité. Qu'est-ce qu'il y a la dernière chose? Ah oui, je voulais vous montrer ça. Parce que je ne sais pas si vous avez ça ou vous écoutez cette émission aujourd'hui. Donc, ici au Canada, on a ce qu'on appelle des étiquettes Energate.
Ces étiquettes, qu'est-ce que c'est? Ça nous montre la quantité d'énergie que un appareil électrique va consommer. Donc, si on regarde cela, nous avons ici, alors on ne mentionne pas exactement l'appareil, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Dans l'industrie, donc disons qu'on prend une sécheuse, une laveuse, un lave-vaisselle ou une cuisinière, il y a toujours les meilleurs rendements en industrie. Donc, ça, c'est le minimum que cet appareil utilise. Et ça, ici, c'est le maximum qui est documenté. Et donc, l'appareil que vous achetez ici est dans la zone de gauche. Et donc, c'est un appareil qui est assez efficace dans sa consommation d'énergie. Ça veut dire que la personne va dire, OK, j'ai un appareil qui est de meilleure qualité, les composants sont meilleurs et c'est beaucoup plus efficace. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la consommation d'électricité durant l'année sera assez petite. Ça, c'est comparé, bien sûr, c'est un peu plus gros, à un appareil qui peut-être serait moins cher. Un appareil moins cher, souvent, se retrouve beaucoup plus à droite. Donc, c'est moins cher pour l'achat initial. Les composantes sont moins bonnes, c'est peut-être des plus vieilles technologies. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que même si c'est moins cher au coût d'achat initial, par contre, c'est moins cher au début, mais le coût d'utilisation d'électricité par après est beaucoup plus grand. Et donc, ça, c'est une question de calcul et de considération lorsqu'on parle de notre société. Est-ce que vous voulez acheter un appareil qui est beaucoup plus efficace et par contre, il est plus cher, mais à long terme, c'est bon pour vous? Ou est-ce que vous avez besoin d'un appareil, vous avez peu d'argent initialement, mais vous allez payer à long terme beaucoup plus parce que vous voulez utiliser cet appareil? Et ça, c'est un point intéressant. On appelle ça Energrid ici au Canada. Tous les grands appareils qui consomment de l'électricité vont l'avoir, comme les congélateurs, les frigos et autres appareils. C'est intéressant de ce côté-là. Parce que bien sûr, l'électricité fait partie de notre société, mais il faut être intelligent dans la façon qu'on l'utilise. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.